Salut à tous les apnéistes. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe anatomiquement et physiologiquement lors d'une apnée. Avant de commencer, il est important de rappeler certaines règles. Pour pratiquer l'apnée, il faut être en sécurité, c'est-à-dire avoir un binôme expérimenté. Ça s'applique lorsque vous êtes en mer, lorsque vous êtes en piscine, si vous êtes dans votre canapé, si vous êtes dans votre lit. En général, on considère que c'est pas forcément dangereux de faire une apnée à sec, mais bon, si vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous, c'est quand même mieux. Être détendu. Vous devez libérer votre corps de toutes les tensions et libérer toutes les préoccupations qu'il y a dans votre esprit. On vous rappelle surtout de ne pas forcer et de ne pas vous surestimer. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes et qui vont vous éviter d'arriver à un accident. Vous devez progresser petit à petit. C'est-à-dire que vous devez prendre les étapes une par une et surtout éviter d'aller trop vite. Et vous devez évidemment prendre conscience des risques. L'apnée, c'est un sport qui est génial, mais il y a des risques qui sont associés, comme pour tous les sports. Quel est l'objectif d'une apnée? L'objectif d'une apnée, c'est retenir sa respiration le plus longtemps possible. Pour cela, vous devez donc être apaisé, être détendu et consommer le moins de dioxygène possible. Plus vous êtes apaisé, détendu, plus vous relâchez les tensions musculaires, moins vous consommerez de dioxygène. Et c'est ça qui va vous amener beaucoup plus loin dans votre apnée. Le déroulement d'une apnée, c'est 4 étapes. Vous allez avoir une première étape de relaxation, au cours de laquelle vous allez vous poser, vous allez vous détendre. Le but étant de libérer toutes les tensions et de vider son esprit. Vous allez ensuite prendre une inspiration complète, ça je détaillerai un petit peu plus tard. Et ensuite vous allez commencer votre apnée, c'est-à-dire que vous allez faire une rétention de l'air. À la sortie de votre apnée, vous allez faire ce qu'on appelle une respiration de récupération. C'est-à-dire qu'en sortant de l'eau, vous allez ouvrir la bouche, et là vous allez avoir une expiration passive, c'est-à-dire que ça va laisser l'air s'échapper. Et vous devrez faire une inspiration complète, brève et intense, c'est-à-dire comme si vous disiez ah, et du coup, vous bloquez pendant 1 ou 2 secondes. Et ensuite, vous recommencez ça pendant 3 fois. Ça vous permet de faire rentrer de l'air frais dans vos poumons afin de réoxygéner rapidement les tissus. Les mécanismes de la respiration. La respiration, c'est des inspirations, des expirations, et donc ce qu'on appelle un mouvement respiratoire, c'est une inspiration plus une expiration. L'inspiration, elle est active, c'est-à-dire qu'elle va solliciter pas mal de muscles, et elle doit être progressive, c'est-à-dire qu'elle doit être lente. Vous pouvez faire le test chez vous, vous vous allongez sur votre lit par exemple, et vous allez commencer à inspirer, et vous allez voir que c'est votre abdomen qui va se gonfler, ça c'est la première étape, et ensuite c'est votre cage thoracique. L'expiration, elle, en général, elle est passive. On verra un petit peu plus tard que si vous faites des expirations forcées, elle n'est pas passive et donc là, elle va faire intervenir différents muscles. Lorsqu'on respire, chez un être humain, on va dire en bonne santé, on est entre 15, 20, 25 respirations par minute. L'air va rentrer par le nez ou par la bouche. Alors chez les apnéistes, en général, le nez est pris par un pince-nez ou par le masque. Donc du coup, l'inspiration se fait généralement par la bouche. Ensuite, ça va diffuser, l'air va diffuser au niveau de la trachée pour ensuite passer dans les bronches. Je vais prendre un schéma un petit peu plus détaillé des poumons. Donc l'air arrive dans les bronches, va passer dans les poumons et va arriver en finalité aux alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires, c'est la partie la plus petite, c'est la partie la plus fine, elle est extrêmement riche en vaisseaux sanguins et ça va être notre lieu d'échange gazeux. C'est là qu'on va pouvoir échanger le dioxyde de carbone et le dioxygène. On verra ça un petit peu plus tard. Donc comme je le disais, cette respiration, vous allez voir qu'elle est causée, cette respiration, oui, elle implique différents muscles. Le muscle principal respirateur, c'est le diaphragme. Le diaphragme, vous pouvez le voir sur ce schéma, il est situé à la base des côtes et il vient s'insérer sur une partie de la colonne vertébrale. Comment fonctionne le diaphragme? Au moment où vous allez inspirer, vous allez avoir une augmentation du volume du thorax, vous avez le diaphragme qui va s'abaisser, et ça va créer une dépression, et ça va permettre à l'air de rentrer. Au moment de l'expiration, vous allez relâcher votre diaphragme, il va remonter, les côtes vont s'abaisser, le volume du thorax va diminuer, la pression à l'intérieur du thorax va augmenter, et l'air va pouvoir être chassé. Il existe, au moment de la respiration, ce qu'on appelle
des muscles accessoires. C'est tout un panel de muscles qui intervient pendant l'inspiration et l'expiration, et notamment lorsqu'on fait des inspirations ou des inspirations et des expirations qui sont forcées ou accentuées. Là, je m'intéresse uniquement pour l'instant à l'inspiration. Des muscles accessoires en plus du diaphragme, vous allez avoir les muscles intercostaux que vous trouvez entre les côtes, et donc pour l'inspiration, vous allez avoir les muscles externes. Vous allez trouver ce qu'on appelle les surcostaux, ce sont des muscles qui sont situés à l'arrière de la cage thoracique. Vous allez avoir le grand dentelé et vous allez avoir le petit dentelé qui vont aussi participer au moment de l'inspiration. Vous allez avoir des muscles du cou, comme les scalènes qui sont fixés sur la première et la deuxième côte, ou comme les scomes, les sternocléido-mastoïdiens, qui sont fixés sur le sternum et sur la clavicule. Vous allez aussi avoir le grand dorsal, le pectoral, le petit pectoral et le trapèze. Le trapèze qui lui est constitué de 3 faisceaux, le faisceau supérieur, le faisceau moyen et le faisceau inférieur. Pour les muscles accessoires expirateurs, cette fois-ci on va toujours avoir des intercostaux, mais cette fois-ci c'est les muscles intercostaux internes et intimes qui vont intervenir. Au moment d'une expiration, vous allez aussi avoir les abdominaux, donc les grands droits, les transverses de l'abdomen, qui vont se contracter pour pouvoir expirer. Vous allez avoir les obliques internes et les obliques externes. Vous allez avoir le triangulaire du sternum, qui est un muscle qui est rattaché aux côtes et au sternum, et le carré des lombes, qui vient au niveau de la base de la cage thoracique et qui vient se fixer sur le bassin. Je pourrais faire une liste encore plus complète de tous ces muscles, mais c'est pas le but là non plus. Pourquoi j'ai expliqué tous ces muscles-là? C'est pour vous montrer que en fait, lorsque vous faites des inspirations et des expirations, ça peut vous coûter de l'énergie, ça peut vous coûter du dioxygène parce que vous sollicitez quand même une grande partie de tous ces muscles. Je vous rappelle que la base, c'est quand même pour l'apnée, c'est le relâchement. Et plus vous allez forcer une inspiration, plus ça va être au détriment du relâchement, et donc moins ce sera efficace. Pour bien comprendre maintenant le fonctionnement d'une apnée, on va s'intéresser à la diffusion des gaz. Comment est transporté le dioxygène dans le sang? Le dioxygène, c'est vraiment cette molécule qui va venir au niveau de vos organes et de vos tissus et qui va intervenir dans le métabolisme pour fabriquer de l'énergie pour que ceci puisse fonctionner. Le dioxygène, évidemment, on le récupère dans l'air. Comment il est transporté dans notre sang ou dans notre corps? Il est transporté par les globules rouges. Les globules rouges, ou aussi qu'on appelle aussi des hématies ou des érythrocytes. Ce sont des cellules sanguines. Ces cellules sanguines possèdent à l'intérieur une protéine qui est l'hémoglobine. Cette protéine, elle est constituée de 4 chaînes, 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, qui comportent en leur centre une molécule qu'on appelle un hème. Au centre de cet hème se trouve un atome de fer. Et c'est sur cet atome de fer que va pouvoir se fixer notre molécule de dioxygène. 4 chaînes dans votre globule rouge, et donc du coup 4 M, donc vous pourrez transporter au sein d'une hématie 4 molécules de dioxygène. Lorsque vous êtes au repos, votre sang est saturé entre 96 et 99% de dioxygène, c'est-à-dire que l'hémoglobine, elle est chargée en dioxygène. Si vous êtes en dessous, c'est que vous venez de fournir un effort, et donc du coup, vous devez prendre du repos. Comment ces gaz ensuite se diffusent dans l'organisme? Le principe, c'est que vos organes, quand ils fonctionnent, ils vont produire du dioxyde de carbone et ils vont consommer du dioxygène. Le dioxyde de carbone, il va falloir l'évacuer. Le dioxygène, il va falloir le consommer et donc le ramener au tissu. Au niveau de votre alvéole pulmonaire, on va avoir une pression partielle de dioxyde de carbone aux alentours de 40 mm de mercure et une pression partielle de dioxygène aux alentours de 104 mm de mercure. Le sang qui arrive aux alvéoles, c'est-à-dire qui revient des tissus, lui, il a une pression partielle de dioxyde de carbone de 45 mm de mercure, c'est-à-dire plus que dans l'alvéole. Et la pression partielle de dioxygène, elle est de 40 mm de mercure, c'est-à-dire moins que l'air alvéolaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un gradient. Vous voyez, là, on a donc une valeur qui est plus élevée et ici une valeur plus faible. Dans le corps, il faut que ça tende vers un équilibre. Donc du coup, ce gradient va permettre de faciliter le transport du dioxyde de carbone vers l'alvéole pulmonaire. Et dans l'autre sens, comme le gradient est inversé, ça va faciliter le transport du dioxygène de l'alvéole vers le sang.
et ensuite vous pourrez amener le sang vers les tissus. Le sang qui arrive au tissu, on a une pression partielle de dioxyde de carbone de 40 mm de mercure, puisqu'on a évacué le dioxyde de carbone au niveau de l'alvéole pulmonaire précédemment, et une pression partielle de dioxygène de 104 mm de mercure. Au niveau des tissus, vous allez avoir une pression partielle de dioxyde de carbone de 45 mm de mercure, qui est plus élevée, puisque vos tissus viennent de fonctionner, ou vos organes viennent de fonctionner, et donc ils ont produit du dioxyde de carbone. Et la pression partielle de dioxygène, elle va être de 40 mm de mercure, puisque vos organes viennent de consommer du dioxygène. Et encore une fois, c'est notre gradient qui va faciliter le transport. Ici, vous voyez qu'on va faciliter le transport des tissus vers le sang, de façon à évacuer le surplus de dioxyde de carbone, et le dioxygène, cette fois-ci, va venir du sang vers les tissus pour approvisionner. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une apnée, ce renouvellement d'air, il n'existe plus. Donc on ne peut plus évacuer le dioxyde de carbone et on ne peut plus faire rentrer à nouveau du dioxygène. Comment ça fonctionne au moment d'une apnée? Pour ça, je vous ai fait un graphique. On va considérer que l'origine, c'est le début de l'apnée. On a donc une pression partielle de dioxyde de carbone aux alentours de 40 mm de mercure pour notre apnéiste, et on a une pression partielle de dioxygène entre 104, 105, 106 mm de mercure. Quand vous allez démarrer votre apnée, vous allez avoir une diminution de la pression partielle de dioxygène du sang. C'est normal puisque vous êtes en train de consommer du dioxygène. Et vous allez avoir une augmentation de la pression partielle de dioxyde de carbone au cours du temps. On voit que la pression partielle de dioxyde de carbone va augmenter et va à un moment atteindre une limite qui est 52 mm de mercure. Ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance maximale au dioxyde de carbone pour votre organisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'envie de respirer. C'est-à-dire que là, vous allez rompre votre apnée et sortir de votre apnée. Et vous voyez qu'à ce moment-là, si je remonte, j'ai toujours du dioxygène. C'est-à-dire que malgré ce que l'on peut croire, ce n'est pas le manque de dioxygène qui vous fait rompre votre apnée, mais le surplus de dioxyde de carbone. Et donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il faut atteindre 50 mm de mercure de dioxygène pour entrer dans une zone qu'on appelle PCM ou SAMBA, PCM pour perte de contrôle moteur, qui va engendrer des troubles de mémoire ou des troubles du jugement. Et il faut atteindre une limite de 30 mm de mercure pour arriver à une syncope. Une syncope, c'est quoi? C'est une perte de connaissance qui est causée cette fois-ci par le manque de dioxygène. L'organisme va se mettre en veille pour préserver des fonctions essentielles. Il n'y a pas de signe prémonitoire. Le seul signal d'alarme que nous avons avant, c'est notre envie de respirer. Et sur ce graphique-là, vous voyez que le taux de dioxyde de carbone et votre rupture d'apnée se fait bien avant d'arriver à la syncope. Au moment où vous lancez une apnée, votre corps va aussi mettre en place des mécanismes physiologiques qui vont vous permettre de rallonger votre apnée. Et ça, je vais le détailler maintenant. Ces mécanismes physiologiques, qu'est-ce que c'est? C'est donc une suite de réactions et d'adaptations du corps. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'immersion ou réflexe de plongée, ou en anglais, le diving reflex ou le diving response. C'est déclenché par ce qu'on appelle donc des déclencheurs, c'est des facteurs qui vont intervenir et l'adaptation va venir ensuite. Alors, quels sont ces déclencheurs? Vous allez avoir la température qui est basse. En général, lorsqu'on pratique l'apnée, on l'a déjà dit, on est en piscine. L'eau de la piscine étant plus basse que la température du corps, ça va agir sur ce qu'on appelle des thermorécepteurs. Il y en a pas mal au niveau de la face. Les thermorécepteurs, vous en avez qui sont sensibles au chaud et ceux qui sont sensibles au froid. Ceux qui sont cerclés sont ceux qui sont sensibles au froid. Et à l'intérieur, vous avez un chiffre qui correspond au nombre de thermorécepteurs par centimètre carré. Dès que vous allez vous immerger la face, ces thermorécepteurs vont être activés et donc du coup vont engendrer les adaptations qui vont venir après. Voilà pourquoi en piscine je vous conseille de faire de l'apnée avec des lunettes parce que votre masque va occulter une partie de ces récepteurs. Vous avez aussi l'augmentation du taux de dioxyde de carbone. Dès que votre taux de dioxyde de carbone va commencer à augmenter dans votre corps, ça va déclencher ces adaptations. Vous avez le fait de s'immerger dans l'eau, vous changez du milieu aérien, vous passez au milieu aquatique, ça va jouer. Et vous avez pour ceux qui font de l'apnée en profondeur, donc l'augmentation de la pression pulmonaire que je ne vais pas détailler. Donc quelles sont les adaptations physiologiques qui se mettent en place dans votre corps? Vous avez ce qu'on appelle la vasoconstriction périphérique. Vaso, c'est les vaisseaux sanguins, constriction, ça veut dire une compression, et périphérique, ça veut dire aux extrémités. Hors de l'eau, vous avez une circulation sanguine, on va dire, qui est plutôt bien répartie dans le corps. À partir du moment où
vous avez déclenché votre apnée, vous avez donc cette vasoconstriction périphérique qui se met en place. C'est-à-dire que l'afflux sanguin aux extrémités va être réduit. Il y aura moins de sang qui va arriver vers les muscles, puisque les muscles peuvent fonctionner en partie en anaérobie, et c'est ça qui fait que parfois on peut avoir les jambes lourdes lorsqu'on fait une apnée. Et donc du coup on va privilégier l'afflux sanguin au niveau de la tête et au niveau du buste pour préserver les organes vitaux. Vous allez avoir comme autre adaptation la bradycardie. La bradycardie, c'est une diminution de la fréquence cardiaque de 25 à 50%. On est sur 50% pour des gens qui sont extrêmement entraînés. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement chez vous si vous avez un oxymètre de pouls, c'est le petit boîtier que vous mettez au bout de votre doigt pour prendre votre fréquence cardiaque. Vous remplissez une bassine avec de l'eau fraîche à l'intérieur, vous mettez votre oxymètre au bout de votre doigt, vous regardez votre fréquence cardiaque, et dès que vous immergez la tête dans l'eau, vous allez voir que votre fréquence cardiaque, elle va baisser. Plus la bradycardie va être forte, plus la vasoconstriction est forte, plus la bradycardie va être forte. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle la contraction splénique. La contraction splénique, elle fait intervenir un organe qui est la rate. La rate, c'est un organe qui joue un rôle dans le renouvellement des cellules sanguines, et donc notamment des hématies ou érythrocytes. C'est-à-dire que la rate va se mettre à se contracter pour libérer plus d'hématies dans le sang, et donc du coup faciliter le transport en dioxygène. Vous allez avoir un hypométabolisme, c'est-à-dire que les réactions métaboliques de votre corps vont se mettre à diminuer d'intensité, de façon à économiser du dioxygène et de l'énergie. Et pour ceux qui font de la profondeur, vous allez avoir le blood shift ou hémocompensation. C'est-à-dire que lorsque vous plongez en profondeur, vous avez la pression de l'eau qui va s'exercer sur votre corps. À un moment, vous allez travailler en dessous de votre volume résiduel. C'est-à-dire que vous venez d'atteindre la limite de compression de votre cage thoracique. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir une augmentation du volume des vaisseaux des alvéoles pulmonaires. Et dans ce cas-là, elles vont prendre un petit peu plus de place. Et ça va créer une résistance à la pression, de façon à protéger des poumons contre les barotraumatismes. Mais je ne vais pas trop le détailler non plus dans cette vidéo. Vous voyez que les adaptations qui ont été mises en place sont liées à des réflexes, sont liées à tous ces déclencheurs. Et donc du coup, vont pouvoir préserver votre apnée. Pour aller plus loin, certains apnéistes décident de pratiquer ce qu'on appelle l'hyperventilation. Quel est ce phénomène? Je vais le détailler maintenant. L'hyperventilation, c'est lorsque vous augmentez le rythme et l'amplitude de vos mouvements respiratoires. Et surtout, lorsque vous forcez vos expirations. On fait ça, en général, parce qu'on pense qu'on va faire rentrer plus de dioxygène. Mais je vous rappelle une chose, l'hémoglobine, elle est déjà saturée. Donc il n'y a aucun gain pour le dioxygène, sauf au prix d'une hyperventilation extrême. Mais dans ce cas-là, ça va vous coûter tellement que ça ne sera absolument pas bénéfique pour votre apnée. Et en plus, le fait de forcer votre expiration, ça va diminuer votre pression de départ, c'est-à-dire votre pression partielle de dioxyde de carbone. Pourquoi c'est dangereux? Donc du coup, parce que ça va retarder l'envie de respirer. Et ça, je vous le réexplique avec le graphique. Donc je reprends le même graphique que tout à l'heure. Je reprends mon début d'apnée, avec cette fois-ci un apnéiste qui a fait de l'hyperventilation. On va passer d'une pression partielle de dioxygène à 105, on va peut-être monter un petit peu dans cette zone-là, mais on ne va pas atteindre des seuils qui sont beaucoup plus grands. En revanche, vous allez avoir votre seuil de dioxyde de carbone qui va avoir baissé. Votre pression partielle de dioxyde de carbone, elle est passée de 40 à entre 20 et 30. Donc vous voyez que là, la première courbe qu'on a eue au début, elle a baissé. Et donc du coup, vous voyez que ça met beaucoup plus de temps pour atteindre votre tolérance maximale au dioxyde de carbone, c'est-à-dire votre envie de respirer. Et donc du coup, ça veut dire que vous êtes arrivé en syncope bien avant. Donc l'hyperventilation, pas forcément terrible. Et vous allez voir que ça crée un autre problème qui s'appelle l'effet bord. L'effet bord, ça se passe lorsque vous pratiquez l'hyperventilation, on diminue la pression partielle de dioxyde de carbone. En faisant ça, le pH sanguin va devenir alcalin, c'est-à-dire que le pH va augmenter. Donc on va passer au-dessus de 7, donc vous êtes entre 7 et 14. Et le problème, c'est que lorsque le pH sanguin augmente, ça va entraîner une affinité plus importante de l'hémoglobine pour le dioxygène. C'est-à-dire que votre dioxygène va avoir tendance à rester beaucoup plus collé à votre atome de fer, au niveau de votre hémoglobine, et donc du coup on va avoir un problème de distribution pour les organes et pour les tissus. Le dioxygène aura beaucoup moins de chances de se détacher. Et donc du coup vous consommerez vos
réserve de dioxygène beaucoup plus vite. Et ça, je vous l'explique avec le graphique final qui tient compte cette fois-ci de tous les paramètres. Donc, vous allez avoir, lorsque vous faites de l'hyperventilation, une augmentation du rythme cardiaque, puisque vous forcez vos ventilations. Vous allez avoir une diminution de l'afflux sanguin vers le cerveau. Vous allez avoir une augmentation de l'afflux sanguin vers les extrémités, c'est-à-dire que vous venez de supprimer ici votre vasoconstriction périphérique. Vous allez avoir une augmentation de la consommation de dioxygène, puisque vous avez créé l'effet Bohr, et donc du coup, le dioxygène qui est resté fixé sur l'atome de fer, vous consommerez beaucoup plus vite vos réserves. Vous allez avoir une diminution de la distribution du dioxygène au tissu. Et donc ça supprime ce qu'on appelle votre réflexe d'immersion. Donc je repars à mon point de tout à l'heure. Vous allez, au moment où vous commencez votre apnée, avoir une chute de la pression partielle de dioxygène. Sauf que cette fois-ci, je vais suivre la courbe de suppression du réflexe d'immersion. Et donc du coup, vous arrivez avec votre pression partielle de dioxyde de carbone qui est basse. Votre envie de respirer arrive beaucoup plus tardivement. Et votre syncope est arrivée, cette fois-ci, encore plus tôt. Donc il va être important de rappeler certaines notions de sécurité pour finir. Lorsque vous faites de l'apnée, vous devez pratiquer l'apnée en étant en forme et en ayant envie de le faire. Vous devez avoir un binôme qui est expérimenté, dans un club par exemple. Vous devez dire ce que vous faites et vous devez faire ce que vous dites. Si vous lancez une apnée statique et que vous annoncez un certain temps, vous respectez ce temps. Si vous annoncez une distance, je dis aujourd'hui je vais faire 50 mètres dans la piscine, à 50 mètres vous sortez. Vous ne tentez pas parce que vous vous sentez bien un virage. Votre apnéiste de sécurité ne sera pas au courant et donc ça peut être des signes aussi, comme on l'a dit précédemment, de perte de contrôle moteur. Des fois il y a des apnéistes qui ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont entamé un virage. Donc ça c'est important. Évidemment on ne fait pas d'hyperventilation, je pense que j'ai réussi à vous convaincre avec les graphiques précédents. Vous devez rester attentif à votre apnéiste même après sa performance, c'est-à-dire que vous devez le surveiller pendant 3 à 5 minutes, de façon à bien suivre tous ces signes, et vous devez évoluer dans vos limites. Merci beaucoup, et à bientôt sous l'eau.